Bonjour à tous, merci d'être connectés si nombreux pour ce webinaire confiné à domicile mais réunis contre le Covid-19. Nous allons être ensemble environ 45 minutes, une 20-25 minutes pour la présentation, puis une session d'environ 20 minutes pour les questions-réponses. Voilà, je voulais m'assurer que vous m'entendiez bien et vous demander par l'intermédiaire du chat qui est à votre disposition de m'indiquer peut-être dans quel pays vous vous trouvez. Voilà, c'est un webinaire très particulier aujourd'hui puisque nous sommes confinés à domicile. Et donc, je voulais remercier les équipes de l'UFE d'avoir déployé de grands moyens et beaucoup de temps et d'énergie pour nous permettre de nous adresser à vous aujourd'hui. Je vois passer les pays, Lombardie, Milan, Espagne, Lombardie qui n'est pas un pays, pardon, Portugal, Italie, Espagne, Italie, voilà, Espagne. Bon, formidable. Merci à tous. Ça veut dire que vous nous entendez bien. Je vais démarrer peut-être en quelques mots, me présenter. Je suis Frédéric de la Martinière, je travaille chez AXA Partners et je m'occupe de développement de la santé à l'international. Voilà, je vais demander au docteur Lyotte de se présenter également. Bonjour, moi je suis le docteur Lyotte, je suis médecin urgentiste et donc je suis médecin coordinateur à la direction médicale d'AXA Partners depuis 5 ans maintenant. Quelques mots sur le partenariat AXA Partners UFE. Comme vous le savez certainement, et parce que vous en avez entendu parler par les représentations locales de l'UFE, AXA Partners a monté avec l'UFE un produit d'assistance santé pour les Français de l'étranger qui rassemble 4 garanties principales: la téléconsultation médicale H24, le deuxième avis médical, le rapatriement médical et l'assistance post-rapatriement. Il est évident que dans le contexte que nous connaissons de confinement, la garantie, l'accès à de la téléconsultation médicale est particulièrement utile et important. Voilà, donc au-delà de la présentation, ça permet de vous proposer quelque chose de très concret. Quelques mots, et j'insisterai pas longtemps sur le produit. Un produit qui est donc accessible à tous les Français de l'étranger, à condition donc d'être français, d'être adhérent de l'UFE ou de le devenir au moment de la souscription, d'être établi à l'étranger, d'avoir moins de 70 ans au moment de la souscription. C'est un produit qui coûte 400 € par an et par tête et qui est payable mensuellement. Quelques mots sur AXA Partners et son expertise médicale. On est donc une société d'assistance médicale. Vous connaissiez peut-être AXA Partners avant sous le nom d'AXA Assistance. C'est une société qui compte un grand nombre de collaborateurs médecins qui sont tous inscrits à l'ordre des médecins. Tous ces médecins travaillent partiellement pour AXA Partners et ont tous une activité d'urgentiste dans un service d'urgence que peut être pour la France le SAMU, le SMIR, les pompiers, etc. On a pour AXA Partners France 30 médecins et 25 infirmières. Et quelques chiffres simplement pour vous montrer peut-être la légitimité d'AXA Partners au niveau médical international. On a 140 docteurs et infirmiers dans le monde. Comme je vous l'ai dit, une assistance médicale accessible 24/7. On a à peu près 40 000 prestataires médicaux dans le monde. On reçoit 2 millions d'appels pour l'assistance. On traite à peu près 100 000 cas médicaux. Et on a fait plus de 13 000 rapatriements l'année dernière. On passe maintenant dans le vif du sujet, un point sur la situation Corona-19, Covid-19, et je passe la parole donc au docteur Lyotte. Merci Frédéric. Et donc, l'idée de ce petit point qu'on voulait partager avec vous, c'était de vous apporter idéalement un maximum d'informations nouvelles et d'éléments en tout cas qui puissent vous servir dans tous les jours et qui puissent en tout cas vous aider à comprendre un petit peu mieux en fait toute cette épidémie parce que il y a différents sons de cloche. Je pense que parfois un certain nombre, en tout cas, d'entre vous peuvent se trouver un peu perdus entre certaines informations et leur contraire. Et typiquement, là, par exemple, on a fait exprès de vous mettre cette carte. C'est qu'il y a plusieurs possibilités, en fait, d'obtenir des sources d'informations. Vous avez soit la carte, par exemple, plutôt dans les bleutés, qui est la carte de l'OMS, qui va donner, en fait, le nombre de malades par million d'habitants.
qui est donc quelque chose qui est plutôt intéressant du point de vue médical, voilà, savoir quelle est la pénétrance en tout cas de la maladie dans la population générale. À l'inverse, je vous ai mis une autre carte là, beaucoup plus foncée, là, qui est dans le bas côté gauche, où là, c'est plus quelque chose qui recense le nombre de morts, le nombre de malades, le nombre de guéris, qui médicalement a quand même beaucoup moins d'intérêt que par exemple la pénétrance de la maladie. Pour vous donner un ordre d'idée, et pourquoi assez vite c'est monté en importance, c'est que cette maladie est extrêmement contagieuse. Elle est estimée entre 2 à 3 fois plus contagieuse que la grippe saisonnière. Et déjà, la grippe saisonnière, c'est plutôt pas mal. Et là, donc, c'est vraiment une maladie qui est 2 à 3 fois plus contagieuse, avec en plus, on va le voir un peu après, un taux de mortalité qui est quand même plus élevé aussi. Donc, c'est pour ça que très vite, un petit peu partout dans le monde, voilà, toutes les autorités sanitaires ont quand même senti qu'il y avait quelque chose qui se passait en commençant en Chine. J'ai fait exprès de vous mettre aussi un petit peu pour refaire un petit peu de vocabulaire avec vous sur la différence entre une épidémie et une pandémie. Une épidémie, c'est vraiment un très grand nombre de malades à un endroit donné. Et l'utilisation du mot pandémie, c'est vraiment une maladie où il y a des épidémies partout dans le monde en même temps de cette même maladie. Donc, on va vraiment parler de pandémie à partir du moment où il y a beaucoup de malades dans tous les pays du monde en même temps. Et c'est vraiment ça la définition d'une pandémie. Alors après, donc, on va passer à la diapositive suivante. C'est un petit peu ça qu'on voulait aussi vous dire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de sources d'informations, pas toujours très, très sérieuses. Alors, je pense que voilà, vous connaissez les principales. Le ministère de la Santé du pays dans lequel vous vous trouvez est quand même une bonne source. L'Organisation mondiale de la santé, qui est une source très bonne aussi. Et puis après, pour les Français à l'étranger, je vous rappelle, il y a le site du ministère des Affaires étrangères qui est quand même très très bien aussi pour donner des conseils. Ce que je voulais vous dire et que je vous rappellerai à plusieurs reprises pendant cette petite session, c'est que typiquement dans cette épidémie de Covid-19, faut aussi laisser la place un petit peu au bon sens pour pouvoir en tout cas savoir et avoir les comportements qui vont permettre en tout cas de ne pas vivre paniqué de cette épidémie, mais en même temps de rester aussi raisonnable et réfléchi en tout cas dans nos attitudes à avoir. Donc, on va à la diapositive suivante. Alors, cette diapositive, je l'ai principalement mise pour essayer de vous faire comprendre ce qui peut paraître parfois un petit peu illogique dans les différents messages qu'on peut avoir reçus aux informations. C'est qu'à certains moments, vous avez l'impression qu'on vous a dit qu'il fallait aller à l'hôpital, à d'autres moments, on vous dit qu'il ne faut pas aller à l'hôpital, à certains moments, on vous dit qu'il faut faire une procédure, à une autre, plus la même. Et c'est vrai que souvent, ça peut être un petit peu un facteur de déstabilisation, je veux dire, pour des gens qui connaissent pas forcément voilà, très bien les épidémies. Mais en fait, derrière, il y a quand même des éléments qui sont assez importants. C'est parce que en fait, chaque niveau, donc là, vous avez vu, il y a les 4 niveaux d'une épidémie. Chaque niveau d'épidémie a en fait des objectifs et une réponse sanitaire qui n'est pas la même. Typiquement, sur le stade 1, c'est des cas importés sur un territoire donné, hein, que ce soit la France, le Portugal. C'est vraiment répertorié. Tiens, à cet endroit-là, il y a un cas particulier. Et donc, dès que ça apparaît, tous les services d'urgence sont en fait sensibilisés au fait qu'on sait qu'il existe quelques cas importés. Et donc, dès qu'il y a une suspicion d'un cas importé, il y a obligatoirement tout de suite un hôpital de référence, que ce soit pour les services d'urgence, mais il y a aussi pour tous les services de régulation des appels une orientation et un screening vraiment pour pouvoir détecter dès qu'il y a potentiellement des cas de personnes qui peuvent avoir la maladie. Et ça, dès qu'on a un patient qui est malade ou qui est fortement suspect, tout de suite, il est hospitalisé dans un service spécialisé avec voilà, un suivi qui va avoir lieu. Le stade 2, c'est qu'au lieu que ce soit juste un patient par-ci, par-là, vous allez avoir ce qu'on a appelé, ce que vous avez entendu, c'est les clusters. C'est qu'en fait, d'un seul coup, cette personne-là, elle a probablement contaminé son entourage ou son milieu professionnel ou les gens qui vivent à proximité de lui, d'elle. Et donc ça,
pareillement, c'est encore le stade 1 et le 2, c'est à peu près, en tout cas dans la réponse sanitaire, c'est à peu près la même chose. Des services d'urgence spécifiques, des services d'appel qui s'occupent vraiment de vérifier et d'orienter le patient et une hospitalisation de ces patients. Et là, c'est là où, en fait, d'un seul coup, il y a un changement. Il y a un changement d'organisation, c'est que dès qu'on va passer en stade 3, qui est donc les stades d'épidémie ou de pandémie, là, pour le Covid actuellement, c'est que là, en fait, on sait que le virus se promène sur tout le territoire. Et donc, en fait, il est plus du tout, on n'essaie plus de savoir où est-ce que c'est, dans quelle région ou à quels endroits se trouvent les clusters. C'est que là, on sait qu'il y en a partout dans le pays. Et donc, on va s'occuper non plus de sélectionner, de voir où est-ce qu'ils sont, c'est que vu qu'on sait qu'ils sont dans tout le pays, on réorganise en fait toute la chaîne de soins où là, typiquement, on ne va plus demander aux gens d'être hospitalisés, on ne va hospitaliser que ceux qui vont nécessiter des soins. Et donc, c'est ce qu'on a vu là actuellement dans tous les pays, ne sont hospitalisés que les personnes principalement qui ont besoin d'oxygène ou que ceux qui ont besoin de réanimation. Et tous les autres, ils sont laissés à domicile. Et là, c'est là qu'intervient tout ce qui va être le réseau de soins à domicile, les infirmières, les médecins, les aides-soignants, les aides ménagères. C'est que là, on va organiser, pour que ces gens-là restent à domicile, on va organiser les visites qui vont permettre de savoir si un patient reste stable, s'améliore ou se dégrade et nécessite d'être hospitalisé. Donc ça, c'est vraiment le stade 3. Et pour finir, c'est quand même important parce que toute crise qui a nécessité donc une mise en place, en tout cas d'une organisation spécifique, quand celle-ci va arriver à sa fin, il va falloir retrouver, réorganiser une vie plutôt normale. Et dedans, dans cette phase 4, nous allons avoir ce qu'on va appeler le déconfinement, dont on va reparler à la fin de cette allocution. Merci Frédéric. Alors, quel impact sur les systèmes de santé? Bon, je crois que ça, je vais aller assez vite. Tout le monde a compris que, je crois que, du moins, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu déclaration d'une pandémie depuis que l'OMS existe. En tout cas, pas à ce niveau-là. Pour vous donner juste un ordre d'idée, il y a 3 milliards de la population du monde qui est actuellement confinée. Le confinement, c'est la moitié de la population sur le globe est actuellement confinée. Tous les services, quels que soient les pays, en fait, ont tous eu une explosion des appels téléphoniques, des consultations, et tous les services tous les hôpitaux privés, publics, se sont organisés, en tout cas pour augmenter les volumes d'accueil de patients, et que ce soit pour des suivis pour des patients avec une certaine gravité ou seulement de l'oxygène, et puis même les services de réanimation. Je crois que vous avez tous entendu que partout, on avait augmenté le nombre de lits dans les différents services de réanimation. Quasiment pour la France, on a augmenté de 50% l'accueil en réanimation avec des respirateurs. Donc c'est vraiment une grosse mise en œuvre avec du personnel, avec beaucoup de monde. Donc ça, voilà, ça c'était pour vous tenir au courant. Merci Frédéric. Alors voilà, ça c'est la première. Il y a 2 diapos sur lesquels je vais vous dire d'être très attentif. Et ça c'est la première. Ça c'est la première parce qu'elle est extrêmement intéressante. Ça a été tiré d'une revue qui s'appelle le Lancet, qui est une revue médicale. Et très rapidement, cette diapo, elle est de elle est du 20 ou du 23 mars, je crois. Donc vous voyez, elle a déjà une certaine, ça fait déjà un certain temps que on est au courant. Et en fait, depuis, ça n'a pas changé, et ça permet vraiment de comprendre exactement, en fait, dans la contagion et l'évolution des symptômes. Ce qu'il faut comprendre pour lire ce schéma, il faut le lire de manière horizontale. On va commencer par tout en haut. Et en fait, pour vous donner un ordre d'idée, je parle que pour les personnes qui vont être contaminées, que pour les personnes qui vont attraper le Covid. Le premier cas, la première ligne, ça va représenter 30% des gens qui vont attraper le Covid. 30%, donc une personne sur 3. Vous avez le début avec la flèche qui est l'exposition du virus. C'est le moment où la personne est contaminée. Vous allez avoir une phase. Alors là, on vous l'a dessinée au plus court, mais en fait, cette phase, elle est estimée entre 5 et 14 jours. Cette période, ce qu'on va appeler l'incubation, cette période, elle dure entre 5 et 14 jours en moyenne. Donc là, nous, on vous l'a dessiné qu'avec 5 jours, mais c'est vraiment 5 à 14 jours la période d'incubation. Vous allez voir, donc, pour ces premiers patients-là qui vont être contaminés, il va y avoir
cette première phase d'incubation où en fait le virus va se multiplier dans l'organisme, mais en fait l'organisme va créer une immunité, ce qui est cette partie verte, et va faire que la personne ne va développer aucun symptôme. Elle ne va même pas être au courant, elle va même pas être au courant qu'elle a été malade. Elle ne sait même pas qu'elle a attrapé le Covid. La seule petite chose qu'il faut regarder après, c'est l'espèce de petite ligne fléchée, ligne avec des tirets, qui est la contagiosité. C'est qu'en fait, du premier jour où la personne a été contaminée jusqu'à peu près, vous avez vu, 13-14 jours, la personne va être contagieuse. Bien qu'elle commence à fabriquer son immunité, elle continue d'être contagieuse. Ça, c'est pour les cas des personnes asymptomatiques. La deuxième ligne, c'est les personnes qui vont avoir des symptômes modérés. 55%, plus d'une personne sur deux, va faire cette forme, ce qu'on appelle donc la léger ou modéré, ou si vous avez déjà entendu, c'est ce qu'on appelle les paucisymptomatiques. C'est avec des symptômes vraiment frustres. Il va y avoir un peu de fièvre, les gens vont un peu tousser, vont avoir des courbatures, potentiellement un peu de diarrhée. On va reparler des symptômes après. Mais voilà, vont avoir très peu de symptômes. Pour une grande majorité, ils ne vont même pas consulter. Ils vont dire, bon, ok, j'ai un petit peu ça. Ils vont être un petit peu embêtés. Et puis, vous voyez, les symptômes durent 5-6 jours. Et puis, les symptômes vont s'amender. Ils vont arriver sur cette période d'immunité où leur système immunitaire va fabriquer les anticorps qui vont bien. Ils restent encore un peu contagieux. Et vous voyez, eux, ils sont contagieux même jusqu'à 20-21 jours. Et on arrive ensuite sur les deux cas les plus importants. C'est ceux qui vont faire des symptômes sévères, avec des gens qui vont avoir principalement dans la sévérité, ce qui apparaît ce qui est tout le temps permanent, c'est les signes respiratoires. C'est que très vite, les gens n'arrivent pas à respirer, ils ont besoin d'oxygène. Et donc là, dans les formes sévères, 10%, assez rapidement, les gens vont avoir besoin d'oxygène. Il va y avoir quelques jours où ils ne sont pas bien, ils n'arrivent pas bien à respirer, puis ils arrivent tellement plus à respirer qu'on est obligé de les hospitaliser. C'est la partie violette, où là, ils vont être obligés d'être mis sous oxygène. Ça va durer quelques jours. Et vous voyez, eux, ils sont contaminants, ils sont contagieux jusqu'à 25 jours. La dernière ligne, les symptômes critiques, c'est les formes bien sûr les plus graves, avec des gens qui vont assez rapidement avoir des signes respiratoires. Les deux dernières lignes, là, les symptômes sévères et critiques, vous avez vu, le début, c'est quand même assez similaire. Donc, c'est vraiment important de les suivre. Ce qui est sûr, c'est que de manière générale, il y a une période qui est vraiment la période charnière, c'est entre 6 et 10 jours. Dans l'immense majorité des cas, c'est entre 6 à 10 jours que les personnes développent la détresse respiratoire et qu'ils ont besoin d'être, alors c'est la partie, on va dire, un peu rosée, d'être mis sous respirateur. C'est que même l'oxygène ne va pas être suffisant, il va falloir les aider. Et donc, ils vont être mis sous respirateur. C'est les patients qui vont aller en réanimation. Et donc, ils vont rester, en général, ils font presque 14 jours de réanimation. Et malheureusement, dans ces 5% de gens qui vont être malades, actuellement, la moitié vont décéder, l'autre moitié va survivre. Mais la moitié décède de ces symptômes-là. Donc, vous voyez, sur 100, en gros, sur 100 personnes malades, il y a à peu près un taux de mortalité qui est de l'ordre de 2-2,5%, ce qui est quand même beaucoup plus élevé que la grippe. J'ai été un peu long sur cette diapositive, mais elle est vraiment importante pour bien la comprendre. Merci Frédéric. Alors, diapositive. Alors voilà, les mesures de protection, ça, vous êtes assez sensibilisés. Je vais juste refaire un petit rappel de plein de choses que vous devez déjà un peu connaître. Mais voilà, je vais quand même redire parce que c'est quand même important. Merci. Oui, Frédéric. Pardon, je Pas notais de les souci. questions. Alors, ce petit schéma, je le trouve encore une fois assez intéressant puisque pareil, il vient d'un journal d'infectiologie et ça a été réutilisé par l'OMS. Et vous voyez, c'est déjà le 28 février, on était déjà en train d'évoquer un petit peu tout ça. Donc, on sait que quand quelqu'un est malade, et particulièrement quand il éternue. En fait, le fait d'éternuer, c'est le moment où les gens projettent au plus loin, beaucoup plus que quand ils toussent. C'est au moment où ils projettent au plus loin les différentes gouttelettes qui peuvent être plus ou moins grosses. Et donc, vous voyez que les gouttelettes peuvent aller jusqu'à
2 mètres en moyenne, mais on détecte même des gouttelettes jusqu'à 4 mètres. Et même, de par la pression, de par l'expectoration brutale, il y a même des micro-gouttelettes qui restent en suspension, et on estime que même parfois, ça peut rester en suspension 45 minutes. Et c'est pour ça qu'on vous demande de ventiler les salles, c'est qu'on sait qu'il peut y avoir ces gouttelettes qui restent un petit peu en suspension plusieurs minutes après l'éternuement. Et donc, en ventilant les lieux, que ce soit une chambre d'un malade ou un véhicule, ça permet en tout cas de pouvoir ventiler et de faire disparaître ces micro-suspensions. Après, vous avez différentes choses, parce que ça, c'est un des éléments, mais je crois qu'on va en reparler aussi probablement après, sur combien de temps ces postillons, ces gouttelettes peuvent survivre sur différentes zones, différentes surfaces. Et donc, vous voyez, c'est pas très clair, et même encore aujourd'hui, hein, vous avez vu, on est encore en train de réfléchir, mais vous voyez que ça peut tenir plusieurs jours sur certains matériaux. Sur la peau et sur les vêtements, c'est plutôt intéressant, c'est que là, ça ne dure pas très longtemps, ça dure jusqu'à 12 heures sur les vêtements. Merci Frédéric. Ça, c'est des fiches. Je vais passer brièvement, sauf sur 2-3 petites choses qui ont été particulièrement intéressantes. Donc ça, c'est les fiches qui sont faites par le ministère de la Santé en France, avec bien sûr, voilà, il faut se tenir à distance, les symptômes. Alors, il y a les symptômes, la toux, la fièvre, la diarrhée, pour lesquels les gens ne sont pas forcément au courant, mais le Covid est un virus qui a un tropisme. Le tropisme, c'est une affinité particulière extrêmement élevée pour tout ce qui est l'arbre respiratoire. Donc, ça va être la sphère ORL, donc le nez, la gorge, le fond de la gorge et les poumons, mais aussi une atteinte rénale. Le virus a une petite affinité avec les reins et avec le tube digestif. Et c'est pour ça qu'on a même des tableaux de personnes qui vont avoir des symptômes assez minimes, mais plutôt digestifs. Des gens qui vont avoir de la diarrhée ou des choses comme ça. L'autre élément, il y a 2 autres éléments qui sont très intéressants, parce que c'était quelque chose qui n'était pas du tout remonté au moment de l'épidémie en Chine. C'est que très vite, on s'est aperçu, et je pense que vous avez dû entendre au moins autour de vous des gens qui ont eu ce problème-là, c'est le fait de perdre l'odorat et de perdre le goût. Et ça, c'est extrêmement évocateur. C'est rarissime en fait de perdre le goût et l'odorat sur des infections, sur tout ce qui est virus ou bactéries. Et là, typiquement, c'est assez typique quand les gens vous disent qu'ils ont perdu le goût ou l'odorat. C'est très évocateur du Covid. C'est pas du tout évocateur de la gravité, mais c'est évocateur du Covid. Et le dernier élément, c'est assez intéressant aussi, parce que nous, ça fait déjà une dizaine de jours qu'on a des documents entre médecins, les différentes sociétés savantes nous ont partagé, c'est les lésions dermatologiques. En fait, de plus en plus, on s'aperçoit qu'il y a aussi des lésions dermatologiques, principalement au niveau des mains et des pieds, avec des rougeurs, des espèces de plaques qui apparaissent. Qui, encore une fois, n'évoque aucune gravité. C'est pas parce qu'on a des plaques que c'est grave, mais en fait, on découvre qu'il y a aussi des lésions cutanées qui existent. Voilà. Mais pour cette diapositive, merci. Alors, les rappels de mesures barrières, vous les connaissez. Il faut se laver les mains. Idéalement, il est démontré que le savon ou les solutions alcooliques, c'est à peu près identique. L'avantage de la solution hydroalcoolique, c'est qu'on peut la promener avec nous. Donc, on l'a dans son sac, on l'a dans sa poche. Ça, c'est quand même pas mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une solution, les solutions alcooliques, c'est des solutions désinfectantes. Ce n'est pas des solutions lavantes. D'accord? C'est désinfectant, donc ça tuera le virus, mais ça ne vous lave pas les mains. Si vous avez fait de la mécanique, ça ne vous rend pas les mains propres. Les autres éléments, c'est les mouchoirs, bien sûr. Idéalement, on essaie de tousser, d'éternuer, si on a des glaires, de cracher, plutôt dans des tissus en papier que l'on jette dans des poubelles. Et idéalement, il est recommandé de vider les poubelles tous les jours quand on produit des mouchoirs. On éternue ou on tousse plutôt dans son coude si on n'a pas de mouchoir. Si on est malade, on recommande tout le temps de porter un masque à partir du moment où il y a quelqu'un qui s'approche de vous, qui rentre dans votre chambre, ou si vous êtes malgré tout amené à devoir vous déplacer, il faut mettre un masque, principalement pour éviter que si vous toussez, vous projetiez trop loin des expectorations. On va reparler probablement du masque, je pense, après, y compris quand on se promène pour les gens qui ne sont pas forcément malades.
Et ça, le truc qui, moi, est pourtant est d'une urgence vraiment hyper importante, on peut mettre des gants, on peut se laver les mains, mais on ne se touche jamais le visage. Ne jamais se toucher le visage tant qu'on ne s'est pas désinfecté les mains ou tant qu'on ne se les est pas lavés. C'est vraiment le truc. Voilà, moi, je vois des gens qui ont des gants et qui se grattent voilà, qui se remettent leurs lunettes, qui se grattent, qui se recoiffent. Une fois qu'on considère que nos mains sont gantées ou pas, ont touché des choses, elles sont contaminées. On ne touche rien d'autre tant qu'on ne les a pas désinfectées. Ça, c'est vraiment hyper important. Frédéric, merci. Alors, on va vous parler aussi de la téléconsultation. Là, c'était ce que Frédéric vous évoquait. C'est qu'en fait, ça, c'est assez intéressant. C'est que la téléconsultation a pris justement un intérêt extrêmement particulier pendant cette pandémie. Parce que justement, le problème de cette pandémie, c'est de côtoyer des gens, c'est d'être en contact, d'être dans la même pièce, d'être en proximité. Et donc, la téléconsultation a été plutôt une bonne idée. Et je crois que même les médecins de cabinet s'y sont mis. Il y a vraiment beaucoup de monde qui a mis en place. Nous typiquement, à AXA Partners, on a donc bien sûr ce système de téléconsultation qui existe depuis 5 ans, qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec possibilité d'être mis en relation directement avec le médecin ou d'être mis en rendez-vous, de pouvoir envisager un rendez-vous au créneau. Par exemple, typiquement, votre enfant est malade, bah hop, vous rentrez chez vous à quelle heure? Bah, on fait le rendez-vous à ce moment-là. Un accès multicanal aussi qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez vous enregistrer sur Internet, vous pouvez appeler, vous pouvez, on a plusieurs systèmes en tout cas d'entrée pour pouvoir choisir la téléconsultation, pour pouvoir l'organiser, c'est pas mal. Et donc c'est inclus dans c'est inclus bien sûr dans le contrat. Et bien sûr, notre équipe, c'est des médecins et alors des médecins généralistes et urgentistes et des infirmiers qui sont salariés, qui travaillent aussi, qui ont une activité clinique aussi dans des hôpitaux, dans des cabinets libéraux. Et, Docteur, oui. je vous interromps. On a passe et donc il va falloir qu'on parle bientôt aux questions-réponses. Par contre, Eh ben, très bien, on va accélérer. un écho, je ne sais pas pourquoi. Tu peux avancer. Alors, justement, l'intérêt de la téléconsultation, c'est que ça a permis de pouvoir poser des questions à des personnels soignants et de pouvoir, en tout cas, avoir des réponses. Ça a permis de pouvoir trouver un médecin quand les réseaux de ville ou même de consultations spécialisées étaient plutôt saturés. Donc ça, c'est des grands avantages aussi. Et puis surtout, et ça s'est avéré dans les deux sens, c'est que on demande aux gens de ne pas se déplacer, mais ils ont justement pas trop envie de se déplacer pour aller à l'hôpital ou dans des cabinets au risque de côtoyer d'autres malades. Et donc, c'est un grand avantage de la téléconsultation. Okay. Ça, alors c'est qu'on a un petit peu plus que doublé nos appels de téléconsultation. Bon, bah, vous comprenez bien que le 1er février, personne ne nous appelait pour du Covid parce que ça n'existait pas encore, on n'en parlait pas trop. Le 20 mars, bah, au moment où on passe quasiment un appel sur 2 était du Covid. Et puis là, voilà, depuis quelques jours, c'est en train de diminuer. Donc voilà, un appel sur 3. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'épidémie de Covid est arrivée vraiment après l'épidémie de grippe, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de… L'épidémie de grippe était vraiment totalement terminée, ce qui fait que ça a aussi simplifié le tri, parce que les symptômes sont quand même assez similaires. Et voilà, la partie qui va nous intéresser, c'est la suite, c'est passer du confinement au déconfinement. L'intérêt du confinement, je ne sais pas s'il a toujours été bien expliqué, mais en fait, il est à plusieurs niveaux. C'est qu'on va diminuer à partir du moment où les gens circulent moins, ils côtoient moins de personnes, donc il y a moins de contamination. L'autre élément qui est pour moi, en tout cas, extrêmement intéressant à comprendre, c'est qu'en confinant les gens, vu qu'on diminue la transmission dans la population, on diminue le nombre de malades qui vont être malades simultanément. Ce qui fait que ça permet aussi de pouvoir absorber ce flux de malades en étant diminué pour pouvoir l'absorber dans nos hôpitaux, que ce soit en service de médecine, de pneumo, pour leur donner de l'oxygène, ou même en service de réanimation. Et ça a permis en tout cas d'éviter qu'il y ait trop de monde malade en même temps. Diminuer le pic épidémique. Le pic épidémique, c'est le moment où la courbe change de sens.
elle monte, elle monte, elle monte, il y a de plus en plus de malades. À un moment, il y a un petit plateau et la courbe redescend. Le pic épidémique, c'est vraiment le haut de cette courbe. Et le fait d'avoir fait le confinement, 20% des salariés ont été mis en télétravail. En fermant les écoles, on a diminué de 40% la hauteur de ce pic épidémique. Juste pour vous faire comprendre aussi la durée du confinement, c'est qu'à partir du moment où il y a une incubation de 5 à 14 jours, que quand les gens vont avoir les symptômes sévères, ils vont être malades 21 jours, bah vous voyez vite qu'on arrive à 35 jours où les gens sont contaminants et malades. Donc, c'est évident que voilà, 2 mois me paraît vraiment un minimum de confinement. Et la dernière image, Frédéric. Et ça, voilà, ça c'est la dernière image qui est pour moi très importante. Et vous voyez, il y a encore le petit logo. C'est que premièrement, le déconfinement va pouvoir se faire à partir du moment où les gens ne pourront sortir que des gens qui sont asymptomatiques. S'il y a des gens qui toussent, on va leur demander de rester. Et les 2 derniers éléments qu'il faut vraiment bien comprendre, parce que ça, c'est ce qui va permettre, en tout cas, aux États de pouvoir organiser le déconfinement, c'est les tests. Les tests, je pense que c'est pas toujours très très clair comment c'est exprimé. Il existe 2 types de tests. Vous avez les tests qui vont permettre de vous dire que vous êtes porteur du Covid. Porteur ne veut pas dire que vous êtes malade, mais ça veut dire que vous contaminez les gens. Vous pouvez être asymptomatique et porteur du Covid. C'est ce qu'on appelle les PCR. C'est quand on va faire un prélèvement dans le nez, quand on va faire un prélèvement dans la gorge, c'est pouvoir dire si oui ou non le Covid est présent chez vous. Il n'est pas forcément actif, mais vous êtes porteur du Covid. Vous pouvez être malade, vous pouvez être en train de guérir, mais vous êtes porteur du Covid. Et la sérologie, et ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que la sérologie, ça se fait sur une prise de sang ou peut-être après sur une goutte de sang au bout du doigt. C'est qu'on va analyser si votre système immunitaire a fabriqué des anticorps contre le Covid. Et si vous fabriquez des anticorps contre le Covid, ça veut dire que vous êtes en train de développer une immunité. Vous n'êtes pas forcément, vous avez vu qu'entre le moment où vous étiez immunisé, vous commenciez à fabriquer l'immunité, il pouvait y avoir encore une période de contagion, mais en fait, on peut analyser si oui ou non vous êtes totalement immunisé ou si vous commencez à être immunisé. Et c'est pour ça qu'en fait, ces 2 éléments de test, souvent, ne sont pas forcément très bien expliqués. Il y en a un qui va vous dire que vous êtes porteur du Covid et l'autre qui va dire vous commencez à être immunisé ou vous êtes immunisé. Et pour finir, de manière générale, de manière globale, on considère, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective, c'est qu'on considère qu'une maladie ne peut plus devenir une épidémie à partir du moment où 60, alors ça dépend de la pénétrance de la maladie, mais entre 60 et 75% de la population, par exemple, si 60 de la population est vaccinée contre la grippe, il ne peut pas y avoir d'épidémie. Et ben c'est pareil, ce qu'il faut, c'est atteindre un niveau d'immunité collective qui soit aux alentours de 60% a priori pour que l'épidémie de Covid ne se répande plus autant. A priori, actuellement, on serait entre 10 et 15% de la population en France qui aurait une immunité collective. C'est ce qui est estimé. Parfait, docteur, merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. J'ai déjà noté les questions qui sont passées. J'espère que je n'en ai pas raté. Je vous demande d'être très indulgent. Il y a beaucoup de questions qui tombent. Si ça vous est possible d'écrire des questions très courtes pour que je puisse à la fois les transmettre au docteur et en prendre connaissance, car le fil passe très très vite. Docteur, la première question, c'est une question qui concernait les recherches du docteur Jérôme Munyangji. Est-ce que vous avez entendu parler de ces recherches et est-ce que vous pensez qu'elles sont sérieuses? Alors, le problème des recherches, c'est que la pratique médicale et ce qu'on appelle les conférences d'experts, que ce soit en France ou en Europe ou aux États-Unis, il y a un comité d'experts pour chaque spécialité qui se réunit et qui valide les choses. Donc, les études des différents professeurs ou des différents services universitaires, en fait, montrent que ça fonctionne plus ou moins bien et en fait font valider auprès de ces comités d'experts qui vont finir par dire que la bonne pratique, c'est ça. Et donc, j'ai plutôt tendance à dire que je me rattache aux recommandations de bonne pratique plutôt que tel spécialiste à tel endroit a dit qu'on pouvait faire ça, ça a l'air de marcher ou pas. Je dis pas que ça marche pas, je dis juste que voilà, il y a tellement de monde qui fait des études qu'il faut s'assurer de mettre en place ce qui est vraiment légitime et reconnu. Et donc, c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps, mais voilà, il y a des conférences d'experts pour ça. Parfait. Il y a beaucoup de questions. Je propose des réponses
courtes, autant que faire se peut, parce que je sais que c'est très technique. Si jamais on ne pouvait pas répondre à toutes les questions, elles sont évidemment traitées par mail, et donc vous aurez les réponses à toutes les questions. Une question sur la bithérapie du professeur Raoult. Qu'en pensez-vous? Alors moi, je suis médecin urgentiste. Donc voilà, premièrement, je considère que ce n'est pas mon domaine d'expertise, puisque le professeur Raoult est un grand virologue. Ce qui est sûr, c'est que euh, y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas très bien. Quand je dis c'est pas très bien, je ne dis pas que c'est lui ou que c'est pas lui. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il y a des gens qui vont dire faut faire ça, d'autres personnes qu'il faut faire ça. Tous les jours, quand vous regardez les informations, que vous écoutez la radio, il y a des gens qui vont vous dire faut faire comme ça, et un autre plateau qui va inviter un autre professeur qui va dire faut faire autrement. Et en fait, je pense au lieu d'aider les gens qui sont pas experts en la matière, je pense qu'on les a plus perdus, ça a plus été anxiogène que de réellement accompagner. Et en tout cas, moi, je trouve que notre travail de médecin, qui était justement de pouvoir accompagner et d'aider, en tout cas d'aider et de pouvoir travailler à lutter contre cette peur et proposer en tout cas quelque chose qui soit réconfortant pour les gens, ben, je pense que justement tous ces messages différents, certains qui disent l'inverse des autres, fait qu'on perd beaucoup plus et je trouve que c'est dommage. Une question sur l'efficacité de l'eau de Javel. Alors, l'efficacité de l'eau de Javel, c'est uniquement pour désinfecter des objets et des surfaces, d'accord? Pas l'être humain. L'eau de Javel, alors, sauf si on parle du Daquin, qui est un dérivé d'eau de Javel dilué, mais ce que je veux dire, la solution hydroalcoolique, qui est beaucoup moins agressif, marche très très bien, et l'eau savonneuse marche. La lessive, quand vous mettez vos vêtements à laver, ils sont désinfectés, ils sont décontaminés. Donc voilà, on nettoie pas les pattes de son chien à l'eau de Javel. Ok. Une personne qui s'inquiète, elle est en chimiothérapie. L'oncologue confirme que c'est grave si elle était atteinte et qu'elle doit s'isoler le plus possible. Elle se demande ce qui va lui arriver lors de la période du déconfinement, puisqu'elle comprend que le risque sera le même qu'aujourd'hui. Oui, il est sûr que les personnes à risque, que ce soit en chimiothérapie ou avec des facteurs de risque qui existent, hein, des déficits immunitaires, l'hypertension par exemple, l'hypertension est un élément qui est retrouvé assez souvent chez les personnes graves, le diabète, les corticoïdes au long cours, sont des éléments en tout cas qui peuvent faire que la maladie, si elle vient sur ces personnes, si le virus contamine ces personnes, risque d'être très très embêtant. Donc il est sûr que certaines personnes devront rester plus longtemps en quarantaine. Et c'est pour ça que le test sérologique sera intéressant, c'est que euh, peut-être que cette personne-là peut faire partie des gens qui ont été asymptomatiques. La seule façon de le savoir, ça sera de faire le test sérologique. Et ces personnes-là, je pense, sont soumises à plusieurs tests jusqu'à un moment qu'on découvre qu'elles sont devenues immunisées. Une personne demande, Ou un vaccin, s'il y a un vaccin un jour, bien sûr. une personne demande si il y a un risque de symptômes graves ou critiques nécessitant l'utilisation d'oxygène et d'assurance respiratoire pour des personnes qui aujourd'hui sont en bonne santé. Alors, de manière générale, l'immense majorité, malheureusement, des décès ont très souvent, on retrouve quand même un facteur de gravité. Alors, en médecine, c'est jamais jamais, et c'est jamais toujours. Je tiens quand même à rappeler qu'un tiers des décès ont moins de 65 ans, donc ce qui est quand même pas anodin. Euh, on retrouve, voilà, j'ai envie de dire 98% des décès, on retrouve un facteur de risque. Maintenant, il existe toujours le cas malheureusement, de quelques personnes qui ont eu la maladie de manière beaucoup plus agressive et qui pourtant n'avaient pas de maladie connue. Mais par exemple, on a retrouvé dans plusieurs décès, il y a plusieurs études qui ont montré que sur plusieurs personnes décédées, c'était des personnes qui étaient hypertendues ou diabétiques non traitées. Donc, c'est des gens qui ne connaissaient pas forcément leur maladie, mais en fait, ils étaient quand même malades. Il y a beaucoup de questions sur la fermeture des frontières. Alors ça, je me permets d'intervenir. C'est une question plus politique. Évidemment, le docteur Liot n'est pas à même de pouvoir vous répondre. Donc ça, sur ces sujets, je vous renvoie au pays dans lequel vous êtes. Ce qui est sûr, c'est que je pense que les frontières vont être fermées. Alors probablement pas en Europe, mais s'il y en a qui souhaitent aller en Amérique ou en Afrique, je pense que les frontières vont rester fermées longuement. C'est pas tout de suite que ça va rouvrir. Alors, des personnes s'interrogent sur le fait que le Covid-19 circule dans l'air
même en dehors du fait de te toucher, c'est-à-dire quand il n'y a pas d'expulsation, quand quelqu'un n'expulse pas de l'air, est-ce que le virus circule dans l'air? C'était un petit peu pour ça que je vous ai mis cette fameuse image où, en fait, quand une personne vient de tousser ou d'éternuer, il y a quelques particules qui peuvent rester en suspension plusieurs minutes, vous avez vu jusqu'à 45 minutes en suspension dans l'air. Et c'est pour ça qu'il est important de faire circuler. C'est qu'à partir du moment où on va mettre de l'air, du vent ou quoi que ce soit, on va diluer, on diminue le risque de concentration de ces microparticules et donc le risque de contamination. Mais voilà, je ne pense pas que ça se transmette par l'air, mais vous pouvez passer 10 minutes après quelqu'un qui a potentiellement toussé, et s'il n'y a pas d'air ou si c'est dans un endroit confiné, il est possible quand même de se contaminer. Confinement chez soi avec quelqu'un de sa famille malade, comment fait-on? Alors voilà, ça c'est ce que j'appelle le bon sens, et c'est en fait c'est une question qui est assez intéressante. C'est que faut protéger en fait le plus fragile. C'est qu'il est évident que si c'est un enfant, voilà, un enfant de 5 ans, déjà lui faire prendre son traitement, c'est pas très simple. Alors lui faire comprendre qu'il faut qu'il tousse dans un mouchoir, qu'il faut qu'il reste dans sa chambre, ou il y a des choses qui peuvent être de l'ordre du très compliqué en tout cas à mettre en œuvre. Donc j'ai plutôt envie de dire que si c'est une personne qui peut rester enfermée dans sa chambre, eh ben, on lui demande de rester dans sa chambre, on ventile la pièce, et quand on rentre dans sa chambre, on se protège le visage. Maintenant, à partir du moment où on vit dans le même foyer, il y a quand même une certaine proximité. Après, si c'est une personne, si par exemple vous avez vos parents, des grands-parents qui vivent chez vous, ça peut être un petit peu plus embêtant. Et c'est pour ça que là, par exemple, il y a plusieurs pays qui commencent à mettre en place des, euh, des hôtels. En fait, des hôtels sont réquisitionnés pour pouvoir mettre les personnes malades, pour pouvoir faire que la famille reste tranquille et mettre les personnes malades justement dans ces structures le temps que la quarantaine et que la pathologie, l'immunité se fasse. Question sur l'habillement, est-ce qu'il faut s'habiller de manière spécifique quand on va faire ses courses? Alors, de manière spécifique, pas forcément, mais moi, en tout cas, ma recommandation, c'est de faire une espèce de sas de changement. Moi, quand je suis amené à sortir, je me change en rentrant chez moi. J'enlève tous mes vêtements que je mets soit à sécher dans une zone où personne ne va venir toucher, soit je les mets à laver directement. Mais en tout cas, savoir que tout ce qui était au moment où on était dehors, ben, alors après, si vous avez été faire votre jogging dans la forêt et qu'il n'y avait personne, j'ai envie de dire, c'est moins gênant. Mais de manière, sous vos chaussures ou quoi que ce soit, par exemple, il faut enlever ses chaussures avant de rentrer dans sa maison. Et idéalement, il faut enlever tout ce qui était le pantalon et la veste. Il faut enlever tout ce qui était en tout cas au contact de l'extérieur et le mettre dans une zone à se ventiler. Ok. Moi voilà, je recommande. Après, je sais bien que ce n'est pas forcément très très simple pour tout le monde, hein. Alors, il y a des questions il y a une question qui concerne la vaccination préalable. Est-ce que le fait d'avoir été vacciné préalablement, pas forcément évidemment pour le Covid, puisqu'il n'y a pas de vaccin aujourd'hui, peut éventuellement couvrir les personnes ou permettre d'éviter d'être plus contaminé? Alors, je vais traduire la question comme je la comprends. Est-ce que si on a été vacciné, est-ce qu'il y a des vaccins qui permettent un croisement et de résister au Covid? Non. Après, la question, c'est est-ce que quand je viens d'être vacciné, j'ai une fragilité immunitaire qui peut faire que potentiellement je peux attraper plus facilement le Covid? Ça, il y a certaines vaccinations. En fait, il existe plusieurs types de vaccinations. Il existe des vaccins, ce qu'on appelle atténués, des vaccins synthétiques, des vaccins. Et donc, en fait, ça dépend du type de vaccin. Donc, selon le type de vaccin qu'on peut être amené à faire, il peut être intéressant de le différer tant qu'on est en épidémie de Covid. Y compris Mais pour les enfants, les nouveau-nés? y compris pour les enfants, les nouveau-nés, mais en fait, ça dépend du type de vaccin. C'est vraiment dépendant du type de vaccin. Vous avez des vaccins synthétiques, c'est pas gênant. Mais si c'est des vaccins atténués, si c'est un vaccin atténué, on vous injecte la bactérie ou le virus atténué. Donc on vous injecte quand même l'infection. Donc si vous avez une seconde infection qui vient se mettre par-dessus, bien sûr que ça peut être un peu plus embêtant. D'accord. C'est pour ça qu'on ne vous vaccine pas quand vous avez de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, quand vous allez voir le médecin pour vous vacciner, il va vous dire de revenir plus tard. Les personnes qui ont une prothèse sont-elles en danger, plus en danger?
Alors, il y a prothèse et prothèse. Si c'est une prothèse articulaire depuis plusieurs années, j'ai envie de dire, pas trop de problème. Si vous avez maintenant une prothèse, une valve cardiaque, ça, vous êtes considéré comme une personne un petit peu plus à risque, dû aux antécédents et à cette prothèse. Mais voilà, si c'est une prothèse orthopédique, beaucoup moins. Maintenant, si vous venez juste d'être opéré, on sait que plusieurs semaines après une opération d'une prothèse de hanche ou une prothèse de genou, les gens sont quand même un petit peu plus fatigués et un petit peu plus fragiles et donc un petit peu plus sensibles au risque d'être contaminés. Si nous sommes à 15% d'immunité globale en Europe, qu'est-ce qui va se passer au moment du déconfinement? Ça, je ne sais pas ce qui va se passer au moment du déconfinement parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais pas tous les pays sont complètement d'accord ou dans la méthode en tout cas de déconfiner. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle d'immunité collective au-delà de 60% d'une population. Donc, si on n'y est pas, ça veut dire qu'il faut faire attention. Et surtout, encore une fois, c'est les tests sérologiques. Si on a des vrais tests qui permettent facilement de pouvoir dire que les gens ont une immunité constituée, bah voilà, si vous savez que vous êtes immunisé, vous pourrez sortir sans aucun risque. Très bien. Mais il faut Je propose faut qu'on puisse le doser. qu'on prenne encore quelques questions. Ensuite, on sera amené bientôt à terminer notre webinaire. Euh, alors, la question, les femmes enceintes sont-elles plus à risque concernant une contamination et qu'en est-il pour le fœtus? Alors, c'est un petit peu compliqué les femmes enceintes parce que euh, il y en a qui disent, et puis il y a eu malheureusement des cas de personnes décédées après l'accouchement. Il est clair que la grossesse n'est pas une maladie, mais engendre quand même des modifications sur le système cardiovasculaire de la femme, sur le système immunitaire. Et donc, de manière générale, on considère que la femme a un système immunitaire fragilisé. Ça se comprend assez facilement à partir du moment où vous avez un autre organisme en vous. Heureusement que votre système immunitaire est freiné, sinon il n'accepterait pas il y ait un organisme en vous. Et c'est pour ça que, par exemple, quand on fait des prothèses ou quoi que ce soit, on met des matériaux inertes. Si c'était perçu comme quelque chose que notre corps doit expulser, il ne l'accepterait pas. Donc, en fait, de par la grossesse, un enfant n'a pas le même matériel génétique que sa maman. Des choses communes, mais il n'a pas l'intégralité de son matériel génétique. Donc, il y a une petite diminution du système immunitaire pour en tout cas favoriser que le fœtus ne soit pas rejeté par l'organisme. C'est pour ça que, par exemple, chez certaines femmes, on fait le résus. Pour celles qui peuvent avoir eu, on regarde le résus parce que si vous êtes résus négatif et votre fils et votre bébé est résus positif, ça peut poser des problèmes si vous avez déjà eu des grossesses auparavant. Autre question justement sur l'immunité, est-ce qu'il est utile de prendre des produits qui renforcent l'immunité, notamment des compléments naturels, gelée royale, propolis? Je suis pas un expert de nutrition ou de. Moi, un des premiers éléments, c'est l'alimentation, du moins réellement l'alimentation diversifiée, et ça, c'est hyper important de manger de tout en quantité normale. Et l'autre élément qu'on oublie énormément, qui est extrêmement important pour l'immunité, c'est le sommeil. C'est en fait les carences de sommeil diminuent beaucoup l'immunité. Et c'est pour ça que justement, quand on est malade, il est recommandé de dormir parce que ça aide. Le sommeil participe en tout cas à la reconstitution du système immunitaire. Est-ce que le groupe O dans les résus serait plus protecteur? Alors, le groupe O, c'est pas les résus, mais c'est ce qu'on appelle le système ABO, qui est, on dit, alors c'est à tort qu'on dit O parce qu'en fait c'est zéro, c'est AB 0. Et il y a une étude, mais je ne crois pas qu'elle ait été validée, et il y a une étude qui a évoqué le fait que potentiellement, quand on était du groupe sanguin O, il y aurait l'air d'avoir une certaine protection au Covid, mais je ne suis pas certain qu'elle ait été validée, cette étude. Très bien, parfait. Je vous propose de prendre une dernière question et puis après on conclura. Et comme je vous l'ai dit, les autres questions sont répondues par mail et le webinaire sera disponible en vidéo et il vous sera donc renvoyé et partagé en replay pour que vous puissiez revoir les éléments que vous avez manqués.
Peut-être une dernière question. Est-ce qu'on peut réutiliser un masque FFP2 tous les jours sans le laver? Alors, ça dépend pourquoi vous utilisez votre masque FFP2. Soit vous êtes un personnel soignant et là, ça ne paraît pas raisonnable puisque le masque FFP2 doit être changé toutes les 3-4 heures, voire même 2 heures parfois, selon le niveau, selon l'endroit dans lequel on était. Voilà. Pour du FFP2, si vous êtes un soignant, ça ne paraît pas raisonnable. Maintenant, si vous êtes en train de me parler, j'ai des masques FFP2 et je vais faire les courses, vous ne faites pas les courses tous les jours, vous faites les courses, vous faites tous les matins, tous les après-midi. Et on l'a vu justement sur la diapositive tout à l'heure, c'est qu'à partir du moment où vous laissez ventiler votre masque une dizaine d'heures, moi personnellement, je réutilise. J'ai mon masque pour faire les courses. Je laisse accrocher à ma fenêtre dehors, là, dans mon jardin, et je le remets en partant. Il s'est ventilé pendant une douzaine d'heures. Je réutilise. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis juste que si on n'a pas de masque, mieux vaut réutiliser votre masque si vous n'en avez pas suffisamment. Maintenant, si vous êtes dans une structure de soins et que vous prenez en charge des patients, ça n'est pas la même chose. Il faut avoir du matériel qui, lui, est neuf à chaque fois. Parfait. Docteur, merci beaucoup. Pardon à toutes les personnes pour lesquelles on n'a pas pu répondre aux questions. Elles le seront, comme je l'ai dit, de manière différée. Un petit rappel, puisqu'on vous a parlé en début de webinaire du produit Assistance Santé UFE, vous avez vu qu'il y avait un accès à de la téléconsultation. Donc, ceux qui veulent souscrire peuvent le faire par l'intermédiaire du lien assistance-santé-ufe.com. Et vous avez également un numéro de téléphone qui est le 33 1 55 92 41 50, par lequel vous pouvez appeler nos conseillers qui peuvent vous renseigner si vous avez des questions. Vous avez beaucoup de réponses sur le site et puis vous avez un lien qui vous permet aussi d'envoyer tout ça par email. Merci à tous de votre participation extrêmement active. Docteur, merci pour ces réponses extrêmement claires et précises. Et comme je vous l'indiquais, donc le webinaire sera partagé ensuite pour que ceux qui n'ont pas pu tout suivre puissent le revoir. Merci et à bientôt. Restez confinés.